Qu'est-ce qu'un tir de semonce contre un pétrolier au Moyen-Orient a en commun avec une apparition surprise de Madonna lors d'un festival en Californie? Ouais, posé comme ça allait être complètement absurde. Bah c'est clair, c'est totalement absurde, mais pourtant c'est la question qui saute aux yeux quand on ouvre cette nouvelle pile de sources en provenance de Florida aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'objectif de cette plongée dans nos documents, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de cartographier le système nerveux invisible de notre époque. On observe des événements qui semblent totalement isolés. Complètement déconnecté, ouais. Exactement. D'un côté, une crise géopolitique majeure, de l'autre, des urgences météorologiques intenses couplées à des manœuvres administratives très denses. Et au milieu de tout ça, on a des phénomènes culturels de masse qui s'embrasent et s'éteignent en 24 heures. D'accord. Décortiquons tout ça. Parce qu'il doit bien y avoir une architecture commune derrière cette instabilité. Cette architecture, c'est vraiment l'hyperconnexion absolue des risques. Le cadre d'analyse qu'il faut poser d'emblée, c'est que on ne vit plus du tout dans un monde où les ondes de choc s'atténuent avec la distance. C'est fini, ça. Ouais, l'effet papillon, mais sous stéroïdes, quoi. C'est exactement ça. Une étincelle dans un point de passage stratégique, une seule décision administrative signée en silence dans un bureau, ou même une catastrophe climatique au milieu de l'Amérique du Nord, tout ça, ça modifie instantanément les équations à l'échelle planétaire. En fait, il n'y a plus vraiment de conflits locaux ou de décisions isolées. Il n'y a que des réactions en chaîne immédiates et très souvent invisibles à l'œil nu. Et justement, la première de ces réactions en chaîne, elle nous plonge directement dans ce qu'on pourrait littéralement appeler la veine jugulaire de l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz. Voilà. Les dépêches de nos sources sont hyper formelles là-dessus. L'Iran a réimposé un contrôle strict sur le détroit d'Ormuz. Et la situation, c'est pas juste une posture théorique, là. Non, c'est très physique. Des forces iraniennes auraient carrément tiré sur un pétrolier. Le document présente ça comme une réponse directe au blocus naval américain des ports iraniens. Mais essayons de comprendre la mécanique de l'urgence ici. Un coup de feu est tiré, un navire fait demi-tour. Comment ça se traduit techniquement par une crise économique qui touche le prix de l'essence à la pompe en quelques heures à peine? Ce qui est fascinant ici, c'est la rapidité avec laquelle le risque physique est traduit en algorithme financier. Faut savoir que le détroit d'Ormuz y voit passer environ 20% du pétrole mondial. 20%? C'est énorme. C'est colossal. C'est ce qu'on appelle un choke point, un goulot d'étranglement géographique. Et lorsqu'un tir de semonce a lieu là-bas, les compagnies d'assurance maritime, disons à Londres, elles ne se posent pas la question des intentions diplomatiques. Pas du tout. Elles ne font pas de politique, elles. Exactement. Elles modifient instantanément ce qu'on appelle la prime de risque de guerre pour la coque des navires. Et cette prime, elle passe de quelques fractions de pourcents à un pourcentage massif de la valeur du navire et de sa cargaison. Et ça, en une nuit. Ah ouais, donc ça détruit complètement la rentabilité du trajet. Mécaniquement, oui. Les armateurs y refusent d'entrer dans la zone, donc l'offre de pétrole disponible sur le monde se contracte virtuellement et les prix explosent par anticipation. D'accord, je comprends la mécanique financière, ça c'est très clair. Mais c'est là que je bloque un peu sur la dimension politique de cette source. Le document précise que le président américain, Donald Trump, confirme fermement le maintien de ce blocus naval. Mais en même temps, il affirme un, je cite, optimisme prudent quant à un éventuel accord. C'est une contradiction totale. C'est un grand classique de la diplomatie, ouais. Mais comment les prix du pétrole pourraient-ils se stabiliser si on a d'un côté une pression militaire qui asphyxie le détroit et de l'autre des déclarations d'apaisement? Enfin, les algorithmes de trading dont on vient de parler, ils ne peuvent pas pricer de l'optimisme, si. Non, en effet. Les marchés, ils détestent l'incertitude par-dessus tout. Et c'est exactement la raison pour laquelle on observe une volatilité extrême dans les cours du baril suite à ces déclarations. D'un point de vue purement stratégique, la posture décrite dans ces dépêches illustre la politique de la pression maximale. C'est-à-dire? L'idée, c'est de maintenir un étau absolu sur le terrain avec le blocus naval pour forcer l'adversaire à revenir à la table des négociations. Mais tout en laissant intentionnellement la porte diplomatique entrouverte avec cet optimisme dont tu parlais. Donc on tape très fort, mais on dit qu'on est prêt à discuter. Voilà. Sauf que pour les marchés, c'est un cauchemar absolu. Est-ce qu'il faut parier sur un accord imminent qui inonderait le marché de pétrole, ou plutôt sur une guerre ouverte qui fermerait le détroit pour de bon? C'est pile ou face. Et cette ambiguïté, elle crée des fluctuations super violentes, parce que chaque acteur économique essaie de deviner le bluff de l'autre en temps réel. Et cette incertitude tarifaire, finalement, c'est que la surface du problème. L'onde de choc ne s'arrête pas du tout aux algorithmes de la bourse, elle active des leviers militaires réels sur d'autres territoires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui.
L'effet domino. Parce que les documents soulignent que cette crise maritime s'inscrit dans ce qui commence à être appelé la guerre d'Iran. En lisant de plus près, on voit que la tension à Hormuz est directement mise en parallèle avec un cessez-le-feu qui est extrêmement fragile entre le Liban et Israël. Ouais. On y parle du risque critique qu'une escalade impliquant l'Iran n'embrasse toute la région. Donc si je comprends bien, la pression exercée sur un simple bateau dans le golfe Persique, ça peut faire exploser un cessez-le-feu de l'autre côté du Moyen-Orient. Si l'on relie cela à la situation globale, l'architecture du Moyen-Orient, elle fonctionne exactement selon ce principe de vase communicant géopolitique. L'Iran ne perd pas du tout comme un acteur isolé qui serait confiné à ses propres frontières. Ils ont des réseaux partout. Exactement. Le pays s'appuie sur une doctrine de profondeur stratégique. Ça implique des alliances et des soutiens avec de multiples acteurs à travers toute la région, et notamment au Liban. Donc lorsqu'un acteur étatique subit une pression existentielle ou économique hyper intense sur un front comme ce blocus naval américain, il cherche naturellement à dissiper cette pression. En allumant des feux ailleurs. C'est ça, en activant des leviers ailleurs. L'objectif, c'est de montrer que toute tentative d'asphyxie aura un coût régional totalement insupportable pour les alliés de l'adversaire. Mais c'est un pari complètement insensé. C'est presque mécanique dans la façon dont on le décrit, un peu comme de la plomberie géopolitique. Mais la réalité humaine sur le terrain, elle est tellement volatile. Un simple tir mal calculé au Liban ou une mauvaise interprétation des règles d'engagement par une patrouille israélienne, et c'est plus une stratégie de pression, c'est une guerre totale, incontrôlable. C'est le grand danger. Comment on peut rationaliser ce niveau de risque ? On ne le rationalise pas toujours avec succès, pour être franc. Et c'est exactement ce qui alarme la communauté internationale dans nos sources d'aujourd'hui. La dissuasion, au fond, c'est juste une question de perception. Chaque partie parie sur le fait que l'autre va reculer avant de franchir la ligne rouge. Le fameux jeu de la poule mouillée. De blocus naval et de tir de semonce, la marge d'erreur devient microscopique. Retirer une seule carte de cet édifice, ça menace l'équilibre complet. Et ça transforme une simple négociation maritime en un embrasement régional. C'est vertigineux. Et cette idée d'un système complexe au bord de la rupture, sous une pression constante, on la retrouve curieusement transposée sur le plan domestique, et de manière très littérale cette fois. Passons un peu des tempêtes géopolitiques aux tempêtes climatiques. Une autre forme de volatilité, ouais. Nos sources indiquent qu'une météo extrêmement dangereuse menace actuellement des millions de personnes dans les États du centre des États-Unis. On parle d'orages d'une violence inouïe, de tornades, d'ailleurs il en a déjà une confirmée dans le Minnesota, et de crues éclairs qui mettent le Wisconsin en état d'alerte maximale pour des inondations graves. Là, c'est un test physique direct pour les infrastructures. Absolument. Et la logistique requise pour faire face à ce type d'événement qui touche plusieurs États en même temps, elle est colossale. Il s'agit de coordonner en temps réel des évacuations massives, il faut maintenir la chaîne d'approvisionnement pour l'eau potable, sécuriser les réseaux électriques face aux vents destructeurs. Et tout ça en pleine tempête. Ouais, et orchestrer le déploiement des secours d'urgence. C'est vraiment le moment de vérité pour la résilience de la bureaucratie face à la puissance brute de la nature. Justement, la bureaucratie, elle s'invite dans la tempête d'une manière qui défie un peu l'entendement ici. En plein milieu de cette crise météorologique, les dépêches rapportent qu'on s'attend à ce que le président Trump renomme un ancien directeur de la FEMA, donc l'agence chargée de la gestion de ces urgences, alors même que ce directeur avait été précédemment démis de ses fonctions. C'est un timing très particulier. Honnêtement, renommer un directeur évincé en pleine crise nationale, c'est pas juste audacieux. C'est comme décider de changer la carte mère d'un serveur au moment exact où ce serveur subit une cyberattaque massive. C'est une très bonne analogie. On parie que le choc du redémarrage sera compensé par l'autorité du nouveau système. Mais est-ce qu'une telle décision ne paralyse pas instantanément la chaîne de commandement sur le terrain ? C'est l'un des plus grands paradoxes de l'administration publique en temps de crise, en fait. Faut bien comprendre que d'un point de vue strictement opérationnel, sur le terrain, toute modification au sommet de la hiérarchie génère un phénomène de friction. Forcément. Les protocoles qui régissent la réponse au désastre, ils reposent sur la continuité et la clarté absolue des directives. Changer le leadership, ça exige un temps d'adaptation que les équipes de secours n'ont tout simplement pas face à des crues éclairs. C'est sûr qu'ils ont d'autres priorités. Cependant, et il faut analyser cela sous l'angle de pouvoir exécutif de manière dépassionnée, pour une administration, gérer une catastrophe naturelle, c'est pas seulement une opération de sauvetage physique. C'est aussi un enjeu majeur de projection d'autorité. Réintroduire une figure connue, même controversée, ça peut être une manœuvre visant à remodeler instantanément le narratif de la crise. Pour montrer qui est le patron. Voilà. Projeter une image de reprise en main et de contrôle direct depuis le sommet de l'État. Mais je vous arrête sur ce point.
Est-ce que le contrôle du narratif politique vaut vraiment l'effondrement opérationnel? Parce que si les chaînes d'approvisionnement lâchent pendant les inondations du Wisconsin ou que les abris d'urgence dans le Minnesota ne sont pas ouverts à temps, le narratif il s'effondre de lui-même, peu importe qui signe les ordres à Washington. C'est un calcul d'un cynisme ou d'une confiance absolue. Et je précise qu'on analyse ça froidement, sans prendre parti, bien sûr. C'est un pari, oui. C'est un pari sur le fait que la lourde machinerie institutionnelle continuera de fonctionner par inertie pendant que la manœuvre politique s'opère au sommet. Donc on compte sur les employés de base pour tenir la baraque. C'est un risque calculé. L'administration mise sur le fait que les professionnels de carrière sur le terrain, ils feront leur travail de sauvetage indépendamment des remous à la direction de l'agence, tout en permettant au pouvoir politique d'absorber le capital de l'action perçue. C'est assez fascinant. Et cette utilisation des leviers administratifs dans les moments de forte attention médiatique, on la retrouve exactement dans la manière dont l'architecture légale et diplomatique est en train d'être redessinée, et très souvent dans un silence frappant. Complètement. Le contraste est énorme. Nos sources nous offrent un contraste saisissant sur ce point. D'un côté, il y a un bruit assourdissant autour de la bataille juridique en cours entre le président Trump et le fisc américain, IRS, concernant ces dossiers fiscaux. C'est décrit dans les rapports comme l'un des dossiers politiques et juridiques les plus suivis et les plus intenses du pays. C'est à la une partout, oui. Et de l'autre côté, glissé beaucoup plus discrètement dans les rapports, il y a une ligne sur la République démocratique du Congo. La RDC a accepté un accord pour accueillir des personnes expulsées des États-Unis. Et ça passe presque inaperçu. Exactement. Et je dois avouer ma perplexité. On garde notre grille de lecture neutre, mais le litige avec l'IRS fait la une partout, et je ne saisis pas comment un simple accord bilatéral avec la RDC peut redéfinir la politique migratoire globale de manière structurelle. Ce n'est qu'un accord avec un seul pays, non? Pourquoi c'est si important? Cela soulève une question importante sur l'économie de l'attention, en fait, et sur la façon dont les véritables changements structurels s'opèrent. L'espace médiatique et public possède une bande passante qui est extrêmement limitée. Les batailles comme celle des déclarations fiscales monopolisent cette bande passante parce qu'elles mettent en scène des confrontations directes, spectaculaires. C'est du théâtre politique. Voilà, ça touche à des symboles de pouvoir et à des précédents constitutionnels de haut vol. C'est bruyant, c'est immédiatement polarisant. Pendant ce temps-là, la diplomatie migratoire opère dans l'ombre. Un accord bilatéral avec la RDC pour accepter des expulsions, c'est pas juste un accord. C'est la création d'un corridor légal et logistique qui n'existait pas auparavant. Un corridor légal. Ouais. C'est-à-dire que ça crée un précédent mécanique. Exactement. Établir une filière de déportation, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Ça exige des traités, une coordination consulaire poussée, le financement de vols sécurisés et surtout l'harmonisation des procédures d'identification entre deux États souverains. C'est toute une plomberie administrative à construire. Ouais, et une fois que cette infrastructure bureaucratique est en place avec la RDC, elle sert de modèle. Elle modifie l'architecture des relations diplomatiques avec d'autres nations de la région. Celles-ci sont soudainement soumises à de nouvelles dynamiques de négociation, où l'aide internationale ou les accords commerciaux peuvent être directement liés à la coopération migratoire. C'est vraiment une évolution par sédimentation. Une couche après l'autre. C'est ça. Couche après couche, de manière très discrète, ces accords remodèlent le droit international appliqué, bien loin des éclats de voix des batailles fiscales. C'est vertigineux quand on y pense. Pendant que le grand public regarde le bras de fer avec l'IRS, les frontières invisibles du monde et les flux humains sont redirigés en silence par des accords techniques. C'est souvent là que se joue le vrai pouvoir. Et face à cette sédimentation silencieuse, face à la menace de blocus pétrolier dont on parlait au début, face aux tempêtes qui ravagent des villes entières, la charge mentale globale, elle explose. Il n'est donc pas surprenant de voir la société chercher des échappatoires. Ah, on a tous besoin de respirer, oui. Et c'est là que notre dernière source entre en jeu, et elle nous ramène à notre toute première question. Le rapport passe soudainement de ces crises mondiales au deuxième week-end du festival de Coachella. Transition brutale. Très brutale. On y apprend que Madonna a créé la surprise totale en apparaissant sur scène aux côtés de la jeune artiste Sabrina Carpenter, générant une vague de viralité massive sur les réseaux. Mais le contraste est saisissant dans la ligne suivante du rapport, qui mentionne que le musicien DKVD est actuellement visé par une enquête criminelle et qu'il a été arrêté. L'ascenseur émotionnel de la pop culture. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? On observe la création instantanée d'un moment de communion intergénérationnelle qui est adoré par les réseaux sociaux, suivi immédiatement par la chute libre d'un artiste face à la justice. En fait, la culture pop, particulièrement dans ce climat d'anxiété géopolitique,
et climatique généralisée qu'on vient de décrire, elle agit comme une indispensable soupape de décompression sociétale. Du pain et des jeux modernes. Exactement ça. L'apparition de Madonna n'est juste un moment de divertissement anodin. C'est un produit hautement curaté, conçu spécifiquement pour générer une injection massive de dopamine à l'échelle algorithmique. C'est presque scientifique. Oui, ça offre au public une illusion de contrôle, d'unité et de célébration partagée. C'est un vrai refuge mental, loin des prix de l'essence ou des inondations du Midwest. C'est une évasion collective qui est extrêmement structurée. Une évasion qui semble pourtant extrêmement fragile, non? Le cas de D4VD nous rappelle que cette sphère culturelle n'est pas un sanctuaire intouchable où tout va bien. Absolument. Et c'est ce que la juxtaposition de ces deux événements révèle sur notre époque. La machine médiatique est capable de fabriquer des idoles et des moments de grâce en une fraction de seconde, grâce à la viralité. Mais attention, elle documente, dissèque et amplifie les effondrements personnels et légaux avec la même vitesse implacable. Ça ne pardonne pas. Les dynamiques de la culture pop reflètent la même volatilité, la même accélération algorithmique que celle qui dicte les primes d'assurance dans le détroit d'Ormuz, finalement. Le rythme de l'information consomme la culture, avec la même voracité qu'il consomme les crises internationaux. L'accélération. Voilà vraiment le mot qui réunit toutes nos sources aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de synthétiser cette masse d'informations pour que ceux qui écoutent ne s'y perdent pas. C'est une bonne idée. Quand on observe ce tableau de bord global, on voit des navires forcés de faire demi-tour face au danger des armes au Moyen-Orient. On voit un gouvernement qui tente un coup de poker administratif en changeant la tête de sa réponse aux urgences pendant que la nature se déchaîne. Ouais, tout en même temps. On voit la machinerie migratoire mondiale redessinée discrètement par un accord en RDC pendant que les avocats fiscalistes captent toute la lumière. Et enfin, on voit la culture fabriquer des dieux instantanés le vendredi pour observer la justice les rattraper le samedi. C'est le monde moderne. Le fil rouge absolu de tout ça, c'est cette volatilité systémique. C'est la rapidité stupéfiante avec laquelle chaque situation bascule. Comprendre comment un algorithme maritime réagit à un tir de semonce ou comment la création d'un corridor légal modifie les relations internationales, c'est vraiment se doter des outils pour lire le monde non plus comme une série de catastrophes aléatoires, Non, ça n'a rien d'aléatoire. mais comme une mécanique implacable de cause et d'effet. En effet. Et identifier ces modèles structurels, c'est la clé pour notre public. L'hyperconnexion signifie que le battement d'aile d'un papillon diplomatique ou la signature d'un décret bureaucratique obscur ne reste jamais isolé. Appréhender ces mécanismes sous-jacents, c'est transformer l'anxiété que génère le cycle continu de l'information en une compréhension claire des forces qui régissent notre réalité quotidienne. Exactement. Et cela m'amène à une dernière réflexion pour prolonger cette analyse bien au-delà de ces sources du jour. On vient de démontrer qu'un goulot d'étranglement géographique à des milliers de kilomètres peut geler l'économie mondiale en quelques heures, et qu'une seule tempête peut mettre à genoux la chaîne de commandement d'un pays. C'est effrayant mais vrai. Alors, en regardant notre environnement immédiat, on pourrait se demander quelles sont les autres artères invisibles de notre quotidien. Ces infrastructures logistiques, numériques, ou même ces accords tacites sur lesquels nous nous reposons totalement à l'aveugle, et qui pourraient bien être le prochain point de rupture systémique sans qu'on l'ait vu venir. C'est la vraie question à se poser aujourd'hui. C'est une question vaste, mais tellement cruciale pour anticiper la suite. Merci d'avoir pris le temps de décortiquer ces mécanismes avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était essentiel de plonger sous la surface de ces événements. Continuer à questionner les causes profondes, à analyser l'architecture cachée derrière chaque titre d'actualité et surtout à ne jamais prendre un événement isolé pour argent comptant. C'est le mot de la fin. Gardez l'œil ouvert sur ces dynamiques invisibles, continuez d'explorer ces interconnexions de votre côté et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle analyse au cœur des forces qui façonnent notre monde. À la prochaine!